Pour vous dire que c'est clair qu'il n'est pas question d'interdire toute limitation de tout droit. Mais vous voyez, de partir de ces exemples-là, qui sont le cœur même de la pratique d'un commandement raisonnable, qu'il y a un certain nombre de motifs qui justifient la restriction et qui découlent de la logique même des chartes. Je ne peux pas affirmer mes droits aux dépens de vos droits, je ne peux pas affirmer mes droits pour me donner un statut inégal avec d'autres, et on ne peut pas accorder certains droits qui vont rendre impossible le fonctionnement de l'entreprise ou de l'école ou de l'hôpital, etc. Ça sont des motifs qui découlent même de la logique des chartes. Or, si on introduit une autre forme de restriction qui vient d'ailleurs, qui n'est pas justifiée par la logique des chartes, c'est une autre affaire. Et c'est pour ça que ceux qui ont pris parti contre la loi 21, par exemple, mon collègue Gérard Bouchard a dit à propos de l'interdiction des enseignantes portant le hijab, donnez-nous le motif qui justifie cette restriction. Quel est le motif supérieur ou absolument non refusable, qu'on ne peut pas ignorer? Quel est le motif qui justifie ça? Alors, quel est le danger? Quelle est la perte? Comment, de quelle façon les droits des autres sont affectés, etc. Mais on ne nous donne rien de la sorte. On nous dit simplement que ça fait partie de l'identité québécoise. Alors ça pose un problème intéressant. Essayons de l'examiner. Parce que l'identité québécoise est complexe. C'est quoi? Ça consiste certainement, par exemple, à ce que notre société doit avoir le français comme langue principale. Ça, tout le monde est d'accord. Oui, c'est clair que notre société provient d'une certaine histoire et on doit tenir compte de ça. Oui, clairement. Et je dirais, après l'adoption en 1977 de cette charte, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, troisième élément, c'est certainement que nous nous considérons comme un peuple démocratique au sens moderne, démocratique et respectueux des droits égaux de tous les citoyens. Alors, ça, c'est clairement des éléments de notre identité. Le problème, c'est que la loi 21 fait entrer un élément qui est en conflit avec ce dernier élément-là. Alors, pour avoir une identité cohérente, il faudrait que l'un ou l'autre élément cède, ou bien nous n'adoptons pas ce genre de restrictions que nous demande la loi 21, ou bien nous acceptons que notre acceptation ou notre adhésion à la charte est limitée, va souffrir des limitations aucunement justifiées par la logique de la charte. Et je crois que le gouvernement peut-être nous doit une explication claire de comment il résolve cette contradiction. Mais le problème, c'est qu'il ne le voit pas. Il ne cesse de répéter, c'est l'identité québécoise, c'est l'identité québécoise, c'est l'identité québécoise, chacun. Et c'est vrai qu'à certains égards, chaque peuple a des éléments d'identité, il a le droit de tenir compte de ça, en autant que ça n'enfreint pas aux principes fondamentaux. Mais ici, ce n'est pas un élément de notre, soi-disant, d'identité historique qu'elle n'entre pas en conflit, elle entre bel et bien en conflit, et donc ça ne peut pas être passé sous le principe de simple identité historique. Un exemple de ce qui passe assez bien, les gens disent, mais il y a partout des signes de notre passé catholique, il y a sur le Mont-Royal une immense croix. Mais écoutez, ce serait absurde que de dire, excessif et même fanatique, de dire ça c'est une entorse à la pluralité, à la diversité de notre société. Personne ne pense ça, que ce soit des musulmans, des athées, etc. Alors, c'est un élément de notre histoire, c'est parfait, ça peut passer dans notre identité. Mais ces interdits-là qui sont
inscrits dans la loi 21 ne sont pas de ce genre. Ils ont bel et bien un conflit avec notre identité politique de démocratie de droit. Hein? Alors, comment résoudre ça? Bon, essayons les inconvénients des deux côtés. Il y a... Mais peut-être je dirais quelque chose de... Oui, avant de voir ça, regardons un autre aspect. Comme quoi, vous allez peut-être penser comme moi que ce n'est pas tellement central ou inhérente à notre identité que les interdits de cette loi-là. Parce que lorsqu'on demande aux gens s'ils sont d'accord ou pas, c'est vrai que la majorité des Québécois ont dit oui, ils sont d'accord avec ces restrictions. Mais si on regarde certaines choses, le tableau se complexifie un peu. Si on leur demande quel âge ils ont, on regarde les différents, le cohortage 18 à 24 est majoritairement contre. Et plus on monte dans l'âge, plus on est pour, et plus on descend en âge, plus on est contre. Alors, est-ce que c'est notre identité vraiment? Et ensuite, on demande aux gens, est-ce que vous fréquentez, par exemple les musulmans, est-ce que vous connaissez les immigrants? Ceux qui disent oui, qui connaissent vraiment les immigrants, ne sont pas pour. Ce sont ceux qui n'ont jamais vu un musulman de leur vie qui sont pour. Et troisièmement, alors ça démontre l'astuce de notre gouvernement. Quelqu'un a posé une question, quelqu'un que je connais, une organisation très très respectable a posé la question suivante. Si vous trouviez par hasard que cet interdit-là est contre la charte, seriez-vous encore d'accord? Bonne partie disent non. Si vous voulez savoir pourquoi le gouvernement a décrété l'évocation de la clause dérogatoire préemptivement, d'abord, c'est parce qu'il voulait à tout prix éviter une cause devant la Cour qui déclarerait que non, c'est contre la charte, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, l'appui à cette mesure s'effrite et descend. Alors, c'est un élément, disons, assez marginal, je dirais, à notre identité. Les jeunes ne sont pas d'accord, ceux qui connaissent les personnes en question ne sont pas d'accord. Si on savait que c'était contre la charte, les gens seraient moins d'accord. Avec le temps, ça va disparaître. Alors nous avons un peu le drame suivant. Il y a dans tous les pays au monde, lorsque les gens ont été habitués à une certaine culture, une certaine cocktail ou ensemble de cultures, etc., que quand d'autres gens arrivent, très différents, ça crée des anxiétés. Vous savez, on savait ça, on a fait la tournée de la province avec la commission. C'était frappant. À plusieurs reprises, les gens avec une certaine angoisse dans la voix ont dit quelque chose comme « est-ce qu'ils vont nous changer ?» Oui? Et c'est parfaitement compréhensible. Moi, je ne méprise pas ça, c'est absolument normal. Nous étions une société qui avait des catholiques, protestants et juifs. Maintenant, arrivent des musulmans, arrivent des sikhs, Oui. Et, même chose se passe en Europe. Par exemple, en Europe, en Allemagne, quand le mur a été fermé par Khrushchev, et il faut établir la light culture, la culture dominante, c'est-à-dire ce même genre de réaction. Ça existe partout. Alors la différence vient du fait que certains personnages politiques, certains partis, certains politiciens décident de se prévaloir, de surfer là-dessus, de profiter de ça pour mobiliser une campagne. Et d'autres
avec peut-être une meilleure vue à long terme de bien-être de notre société, s'en abstiennent. Et alors, vous avez la AfD, Alternative für Deutschland, en Allemagne, et vous avez la CAQ. Et il faut lui dire, l'ancêtre de la CAQ, c'était l'Action démocratique, l'ADQ, c'est un peu là où la tentation de surfer là-dessus est devenue trop forte. Le Parti québécois aussi a un modèle. Le Parti québécois, à ma grande surprise, parce que moi je suis assez vieux pour avoir connu l'évêque Godin, ces gens-là qui ont été horrifiés par le programme des valeurs québécoises de 2013. OK, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les inconvénients de cette nouvelle législation? Ben d'abord, c'est un peu cruel pour les gens qui sont venus ici avec la bonne volonté, qui ont par exemple une femme musulmane venue avec sa famille, qui s'est formée pour être enseignante, et subitement on lui dit, en fin de course, on claque la porte. C'est un peu cruel, mais il y a plus que ça. Il y a aussi un sentiment d'aliénation chez ces gens-là et chez leurs confrères, même ceux et celles qui ne portent pas des symboles. Et l'idée qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière, ils sont différents, ils ne sont pas vraiment acceptés ici. Et deuxièmement, il y a quelque chose de pire qui résulte de tout cela, et c'est vraiment un peu frustrant pour moi que nos politiciens ne voient pas ça, n'acceptent pas ça. Du moment où on, non pas adopte, du moment où on propose des législations pareilles, on dit en effet à tout le monde il y a un problème avec ces gens-là. Hein? D'autres gens peuvent venir enseigner ou dire, mais ces gens-là, ça pose un problème. C'est quoi exactement? Ben, c'est jamais expliqué, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est jamais expliqué par le gouvernement. Mais, disons, le climat autour fournit les détails possibles. Hein. Il y a une immense vague d'islamophobie qui se déferle sur l'Occident à travers certains sites web et certaines institutions de droite américaine, etc., qui ne cessent de pomper. Mais une islamophobie tellement stupide, il suffit de savoir une ou deux choses sur l'histoire de l'islam pour voir que c'est la bouillie pour les chats, c'est ridicule, mais ça a un effet. Et les deux combinés ensemble, le fait que ces gens-là, non, il faut pas qu'ils enseignent, ou il faut les mettre dans une catégorie spéciale, sans explication, sans dire ça ne fonctionne pas pour telle ou telle raison. Ce serait, s'il y avait une raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, au moins on donnerait la raison, au lieu de laisser imaginer la raison. Et le résultat en est qu'on crée un climat dans toutes les sociétés où ce genre de campagne a été mené. Et c'est clair que certains gens sont plus, prêts de réagir fortement, mais inhibés normalement par le climat normal. Du moment où on indique quelque chose qui cloche, le nombre d'incidents haineux explose. Et là, c'est pas mon idée ou l'idée c'est démontré par des études sociologiques. Je vais vous donner un exemple, ça n'intéresse pas le Québec, et ça n'intéresse pas la politique canadienne, ça intéresse au niveau international. L'année entre lesquelles Trump s'est présenté comme candidat à la présidence républicaine et l'année où il a été élu, entre fin 16 et fin 17. Le nombre d'incidents haineux, la plupart pas terribles, la plupart juste allez-vous chez vous, etc. Mais le nombre d'incidents haineux au Canada anglais a multiplié 6 fois. 6 fois. 6 fois ce genre d'incidents. Et parfois c'est pire, parfois vous avez des choses absolument affreuses. Hein? Je ne mentionne pas notre cas ici au Québec parce que c'est un peu trop pénible de le faire, mais même s'il n'y avait pas de ça, même s'il y avait seulement ces interpellations dans la rue,
nous aurions un sérieux problème. Alors, même proposer ce genre de législation commence à dégrader l'atmosphère de la société. Et donc, il y a une grande, disons, irresponsabilité de la part de nos gouvernants de procéder quand même. Ils ne voient pas que... Et je crois qu'ils sont dans une bulle, un peu, ces gens-là. Il y en a qui sont peut-être très, très cyniques, qui font pas pareil. Mais je crois que la plupart sont dans une espèce de bulle. Oh, c'est très innocent. Comment est-ce que ça pourrait compromettre qui que ce soit? Comment est-ce que ça pourrait encourager quelque intervention que ce soit? C'est juste notre identité qu'on veut exprimer. Vous voyez, et c'est une bonne conscience qu'on se donne. Mais du moment où on pénètre logiquement cette raison que c'est notre identité, on voit que d'abord c'est plus complexe, c'est pas notre identité, ça l'est pas, il y a une contradiction, et deuxièmement, ça a des conséquences assez terribles. Et donc, je crois qu'il faut patiemment continuer de résister à ça. Et c'est ce que beaucoup de nous faisons en ce moment. On va avoir des mises en question judiciaires et peut-être qu'on va trouver moyen de mettre ça devant le cours malgré que la voie semble verrouillée avec l'invocation de la clause non ensemble. Je crois qu'il y a manière de faire ça. Je connais quelqu'un qui veut dire au juge, mais écoutez, le Québec a tout intérêt à savoir si c'est contre la charte ou pas, parce que si c'est pas contre la charte, il n'y a aucun problème. Si on invoque le non-obstant, il faudrait 5 ans plus tard, n'est-ce pas, au revers. Hein? Si c'est complètement innocent, on n'aura pas à repenser ça d'ici 5 ans. Alors le public a intérêt à savoir pourquoi. On verra, mais jusqu'à présent, les juges n'ont pas cédé. Mais peut-être le ferait-il. Je voudrais finir avec une autre dimension du problème. C'est qu'une autre division que ça crée pour nous, c'est entre Montréal et le reste du Québec. Vous savez, Montréal, il y a beaucoup de gens à Montréal qui sont pour ça, mais il y a des institutions à Montréal qui doivent gérer le problème, disons, de l'enseignante qui est là, qui va rester là à cause de la clause du grand-père, mais qui ne peut pas changer de job sans partir. Alors on est dans une institution, on est tous collègues, et puis vous pouvez être promis, vous, mais vous pas. C'est très difficile, c'est pourquoi il y a eu énormément de résistance, énormément de malaise dans nos institutions. Oui. Alors il y a cette division, cette tension entre Québec et le reste de la province qui est maximisée, je dirais, par ce genre de législation. C'est nous, à Montréal, qui devons gérer ça, et c'est pas facile, et c'est très difficile. Et la dernière chose, c'est que j'ai un certain âge, comme vous pouvez deviner, ça me rappelle une autre période de notre histoire, savoir la période duplessiste. C'était pas les musulmans, c'était les témoins de Jéhovah, mais on faisait ces campagnes au dos de quelques minorités. Et en même temps, on voulait imposer à Montréal, des restrictions qui étaient très difficiles à gérer ici, à vivre avec ici. C'est un peu un retour en arrière vers une période qui a été assez douloureuse, qui risque de l'être encore. Alors ça, c'est un certain nombre de considérations et j'attends avec intérêt vos réactions.